Bonjour et bienvenue sur Croisée des chemins. Alors que l'été bat son plein et que les gens partent en vacances, quelles sont les restrictions actuelles en matière de voyage? Les États-Unis maintiennent les restrictions actuelles liées à la pandémie, cela est dû à la propagation du variant Delta. Cette annonce intervient une semaine après que le CDC a conseillé aux Américains d'éviter de se rendre au Royaume-Uni. En effet, les États-Unis interdisent actuellement l'entrée à la plupart des voyageurs en provenance d'Europe, de Chine, d'Inde et de plusieurs autres pays. Les États-Unis ont imposé des restrictions de voyage pour la première fois en mars 2020. L'industrie du voyage et les alliés des États-Unis ont exhorté l'administration Biden à lever ces restrictions. Mais au cours des 2 dernières semaines, le nombre de cas de virus aurait augmenté d'environ 170% et le taux de mortalité aurait également augmenté de près de 20% par rapport à la semaine précédente. Certains États sévissent après l'annonce du maire de New York, Bill de Blasio, selon laquelle tous les employés municipaux doivent se faire vacciner ou au moins subir un test de dépistage chaque semaine. La Californie fait de même. Le gouverneur Gavin Newsom et les responsables de la santé ont annoncé que les employés des États et les travailleurs du secteur de la santé seront tenus de fournir une preuve de vaccination ou de se soumettre à des tests réguliers. L'objectif est que davantage de Californiens se fassent vacciner. Le gouverneur affirme que la Californie s'est engagée à vacciner, vérifier ou tester chaque semaine. Nous ne nous arrêterons pas seulement aux employés de l'État, dit-il. Aujourd'hui, nous annonçons également des partenariats avec des organismes tels que Kaiser, le secteur privé, les organisations représentant les médecins et les dentistes, les dialyses, les cliniques du secteur privé qui s'engagent à faire de même. Le dépistage passera à 2 fois par semaine dans les milieux à haut risque et vulnérables comme par exemple les établissements de soins. Monsieur Newsom a déclaré que le nouvel ordre sanitaire entrera en vigueur le 9 août et devra être entièrement respecté avant le 23 août. Le gouverneur n'a pas imposé de nouvelles exigences en matière de port de masque ou de distanciation sociale depuis le 15 juin, date de la réouverture. Il doit cependant faire face à une élection de rappel, les habitants étant mécontents de la façon dont il a géré la pandémie, laissant les entreprises et les écoles fermées plus longtemps que les autres États. Et maintenant, concernant les obligations de vaccination, le ministère des Anciens Combattants est la première agence fédérale à le faire. Le ministère exige de ses employés du secteur de la santé qu'ils soient entièrement vaccinés contre le virus dans un délai de 8 semaines sous peine d'être licenciés. Il s'agit de la première grande agence fédérale à exiger la vaccination comme condition d'emploi. L'obligation s'applique aux employés relevant du titre 38. Cela inclut les médecins, les dentistes, les infirmières et certains autres travailleurs de la santé. Cette décision intervient un jour après que près de 60 groupes médicaux, dont American Medical Association, ont signé une déclaration commune appelant tous les employeurs du secteur de la santé à imposer des vaccins. Selon cette déclaration, les travailleurs de la santé ont un engagement éthique à se faire vacciner. Le mois dernier pourtant, l'administration Biden avait déclaré que les agences fédérales ne devaient généralement pas imposer la vaccination comme condition d'emploi. Quelques heures plus tôt, la porte-parole de la Maison-Blanche, Jen Psaki, n'avait pas mentionné d'obligation lors de son point de presse. Un journaliste a demandé s'il serait illégal pour le gouvernement fédéral de rendre les vaccins obligatoires. Jen Psaki a répondu qu'il n'avait pas été déterminé ce qui serait illégal ou non, mais nous n'avons pas, dit-elle, pris de décision à ce sujet pour le moment. Et puisque la FDA n'a pas accordé une autorisation complète pour aucun des vaccins, beaucoup voient les obligations comme non légales. C'est une position partagée par Matthew Staver, avocat et président du Liberty Counsel. Il a déclaré à Epoch Times. Il ne pense pas qu'une obligation gouvernementale soit légale, en particulier parce que les vaccins sont autorisés que pour un usage d'urgence. Les républicains sont généralement opposés aux obligations de vaccination. Le sénateur républicain Ron Johnson a publié une déclaration disant que personne ne devait faire l'objet de pression, de coercition ou encore de représailles pour avoir refusé un traitement médical, y compris le vaccin Covid. Mais certains y voient une bonne décision. Le bioéthicien de l'Université de Pennsylvanie, Ezekiel Emmanuel, est favorable aux obligations de vaccination. Il dit s'attendre à ce que de plus en plus d'employeurs du secteur de la santé imposent des obligations et que cela se répercute au-delà du secteur de la santé. Il pense que la nation s'en portera mieux.
En parlant du département des affaires des vétérans, un nouveau rapport révèle une tendance assez alarmante parmi les vétérans qui ont servi dans les guerres après les attaques du 11 septembre. Le projet Cost of War de l'université Brown a publié un rapport le mois dernier et il révèle une forte augmentation du taux de suicide parmi ceux qui ont servi dans les guerres après le 11 septembre, notamment en Afghanistan et en Irak, ainsi que lors de déploiements dans 5 autres endroits du monde. Le rapport indique que plus de 30 000 d'entre eux se sont suicidés alors que plus de 7 000 sont morts au combat. Donc les suicides tuent plus que les guerres elles-mêmes. Il s'agit également d'une augmentation considérable par rapport à la population générale. Le rapport révèle que le taux de suicide chez les anciens combattants est 1,5 fois plus élevé que celui de la population générale. Si l'on ajoute le taux de 45,9% chez les anciens combattants âgés de 18 à 34 ans, il est 2 fois plus élevé que celui de la population générale ajustée. Le rapport indique que, je cite, « les taux de suicide des membres du service actif ont augmenté pendant la guerre mondiale contre le terrorisme pour dépasser tous les taux de suicide des membres du service depuis avant la Seconde Guerre mondiale. » Les statistiques sur les suicides dans le service actif suggèrent que les taux parmi les vétérans des guerres terroristes pourraient être parmi les plus élevés depuis 80 ans. Auparavant, le taux de suicide chez les anciens combattants correspondait à peu près à celui de la population générale. Et parmi les membres du service actif, les taux de suicide diminuent généralement en temps de guerre, à l'exception de la guerre du Vietnam et de la guerre mondiale contre le terrorisme. Le rapport indique plusieurs raisons pour expliquer ces tendances. Historiquement, elles se résument par des facteurs tels que le stress, l'épuisement professionnel, l'accès aux armes à feu, la difficulté de réintégrer une vie civile normale et une culture militaire qui ne donne pas la priorité à la santé mentale. Mais qu'est-ce qui a changé après les guerres de terrorisme ? Selon le rapport, contrairement à la façon dont le public a célébré les anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale en tant que héros, certaines parties du public ont accueilli le retour des anciens combattants du Vietnam et de la guerre contre le terrorisme avec une certaine forme d'hostilité pour les premiers et souvent avec désintérêt pour les seconds. Il poursuit en disant que s'il y a quelque chose de nouveau dans la guerre mondiale contre le terrorisme, c'est peut-être la diminution de l'approbation et de l'ignorance du public, associée à des stéréotypes persistants sur les anciens combattants qui les éloignent encore plus de la société civile. Un autre facteur est l'utilisation d'engins explosifs improvisés ou de bombes artisanales pendant la guerre, ce qui a entraîné un pic de lésions cérébrales chez les anciens combattants. Ainsi, beaucoup de ces vétérans cérébro-lésés sont redéployés, ce qui accroît leur traumatisme mental. L'étude note qu'un autre facteur est le préjudice moral. Les transgressions perçues contre son sens de la moralité avait la plus forte association avec les idées suicidaires continues chez 151 militaires en service actif par rapport aux transgressions des autres ou à la trahison par les autres. Le rapport révèle également des cas où le ministère des anciens combattants a manqué à ses obligations envers les vétérans américains. Il note que le département n'a pas dépensé des millions de dollars réservés à la prévention du suicide et il poursuit en notant que pire encore, donc je cite, pire encore, 31% des demandes de soins d'urgence refusées ou rejetées ont été traitées de manière inappropriée. Ce qui signifie que les anciens combattants ont dû assumer la charge financière des soins de santé pour la somme incroyable de 716 millions de dollars. Et le rapport se termine par ce qui suit, je cite, « Le Pentagone et d'autres acteurs devraient prendre les blessures morales, les traumatismes sexuels militaires et d'autres traumatismes hors du théâtre de la guerre aussi sérieusement que les blessures physiques et les diagnostiquer et y répondre plus facilement. À moins que le gouvernement et la société américaine n'apportent des changements significatifs dans la façon dont nous gérons la crise de la santé mentale chez nos militaires et nos anciens combattants, le taux de suicide continuera à grimper. » Et maintenant, avant de terminer, les de faire l'école à la maison à leurs enfants, même après la pandémie. Ils disent que c'est bénéfique pour les enfants, alors que la pandémie s'est avérée très perturbante pour la plupart des familles. Quelques parents disent avoir trouvé des ordres de rester à la maison utiles pour faire l'école à la maison à leurs enfants.
En effet, certains expliquent que leurs enfants ont des besoins éducatifs particuliers, d'autres recherchent des programmes confessionnels, d'autres encore disent avoir constaté des lacunes dans leurs écoles locales. Ils ont opté pour une éducation alternative à long terme. Selon le Bureau du recensement des États-Unis, le taux d'enseignement à domicile a atteint 11% en septembre 2020, soit le double du chiffre enregistré 6 mois plus tôt. Ainsi, l'éducation des enfants à la maison est devenue une nouvelle tendance, même si les écoles reprennent les cours en présentiel après la pandémie. Les parents disent qu'ils continueront à faire école à la maison dans un avenir prévisible. Et quant à ceux qui retournent en classe, le sénateur Josh Hawley a annoncé un nouveau projet de loi appelé Love American Act qui vise à combattre la montée de la théorie de la race critique enseignée dans les classes. Il a déclaré à Tucker Carlson, animateur de Fox News jeudi, que son projet de loi combattrait, entre guillemets, donc la désinformation que la gauche diffuse, selon laquelle les États-Unis sont systématiquement mauvais et racistes. Hawley déclare « Ce n'est pas vrai, c'est une grande nation, nous sommes une nation de libérateurs et il est temps de se réapproprier cela et d'apprendre à nos enfants qui nous sommes, qui ils sont et c'est pourquoi mon projet de loi dit « Écoutez, si un district scolaire reçoit de l'argent fédéral, vous devez enseigner la vérité fondamentale sur le pays. La Constitution, la Déclaration des droits, la Déclaration d'indépendance, le serment d'allégeance, ce sont des choses, des documents qui expriment les idéaux qui nous unissent en tant qu'Américains. Vous devez donc remplacer les mensonges par la vérité et c'est ce que j'essaie de faire. » Fin de citation. Allez à poster sur Twitter, remplacer les mensonges par la vérité, c'est le but de mon Love American Act, la théorie critique de la race dans les écoles, enseigner à nos enfants la vérité sur qui nous sommes, une nation de libérateurs. Voilà, croiser des chemins, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre écoute et de votre présence. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.